Nous sommes en 1789 et l'Amérique se remet à peine de la guerre d'indépendance. Bien que les combats aient été victorieux et que le pays soit sorti de la tutelle britannique, il ne se porte pas bien. Le territoire est morcelé et les États sont lourdement endettés. Mais la situation est sur le point de changer. Le 11 septembre, le président George Washington nomme un certain Alexander Hamilton au poste de secrétaire au Trésor. Un immigré de 34 ans qui, malgré l'adversité, est passé de la pauvreté à la réussite. Bien que beaucoup doutent de sa capacité à occuper un poste important, Washington fait confiance à Hamilton. Bientôt, toute l'Amérique pourra juger si cette confiance est justifiée. Alexander Hamilton est né le 11 janvier 1755 sur l'île de Nevis, dans les Caraïbes. Son père quitte rapidement la famille et sa mère meurt de la fièvre jaune alors qu'il a 13 ans. Il a vécu avec son cousin pendant un certain temps, mais il s'est ensuite suicidé. Alexander a ensuite trouvé du travail comme employé de bureau dans une entreprise locale. Il apprend rapidement les taux de change, négocie quotidiennement avec les capitaines de navires et, à seulement 16 ans, est un gestionnaire si compétent que le propriétaire de l'entreprise n'hésite pas à lui en confier la gestion pendant son absence de 6 mois. Mais à la fin du mois d'août 1770, un événement vient bouleverser la vie d'Alexandre. L'île est frappée par un ouragan. Cet événement dévastateur suscite de vives émotions chez le jeune homme de 17 ans, qu'il décrit en détail dans l'une de ses lettres, également reproduite dans le journal local. Les gens ont été frappés par la qualité de l'écriture de Hamilton et ont immédiatement réalisé le potentiel qu'il avait en lui. Ils organisent donc une collecte de fonds et, 2 mois plus tard, Alexander quitte la ville détruite et se rend sur le continent américain. Son objectif est clair, faire de bonnes études, gagner du respect et la célébrité. Alexander a commencé ses études au King's College de New York en 1773, alors que les idées révolutionnaires se font de plus en plus entendre dans les colonies américaines. Le territoire appartient à la Grande-Bretagne. Dirigé par le roi George III, le gouvernement ne cesse d'imposer de nouvelles taxes aux colonies, et les Américains ne sont même pas représentés au Parlement de Londres. Ainsi, même Alexandre est séduit par l'idée de changer la situation. Bien qu'il soit lui-même immigré, il écrit des pamphlets contre la domination britannique, et lorsqu'il s'agit de lutte armée, il met sur pied une unité militaire d'étudiants qui parvient notamment à voler les canons de la garnison britannique. Les événements atteignent leur paroxysme le 4 juillet, lorsque l'Amérique déclare son indépendance. Le King's College ferme ses portes en raison de l'escalade des combats et Hamilton se consacre entièrement à la guerre. Il est convaincu que c'est sur le champ de bataille qu'il pourra faire preuve d'héroïsme et gagner le respect. C'est alors que survient une offre qu'il ne peut refuser. Le célèbre général George Washington choisit le jeune homme de 21 ans comme aide de camp. Dès lors, Alexandre écrit pour lui tous les discours importants. Et il en va de même pour la correspondance du général. La plupart des écrits de Washington à partir de cette époque proviennent donc de la plume d'Hamilton. Pour certains, une telle carrière aurait été le succès de toute une vie. Mais pour l'ambitieux Alexander, ce n'est qu'un tremplin. Nous sommes en 1780. Alexandre a épousé Elizabeth Schuyler, la fille d'un riche politicien américain. Bien qu'il continue à servir Washington après son mariage, il a de plus en plus l'impression d'être un simple employé de bureau. Il finit par démissionner et ce n'est que lorsqu'il menace de quitter l'armée qu'il obtient enfin ce qu'il voulait. Un poste de commandement dans un bataillon d'infanterie. En septembre-octobre 1781, lui et ses hommes peuvent participer à la bataille de Yorktown, qui sera l'un des derniers grands engagements de la guerre d'indépendance. Dans la phase finale, les soldats de Hamilton s'emparent, lors d'une opération nocturne, de l'une des principales fortifications, la redoute Nero 10, ne laissant aux Britanniques d'autre choix que de se rendre. L'Amérique est victorieuse et Hamilton quitte la Virginie pour New York afin de retrouver sa femme et son fils aîné, Philippe. Mais il faut attendre encore 2 ans pour que soit signé le traité de Paris, par lequel la Grande-Bretagne reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis. Pendant ce temps, Hamilton réussit à obtenir sa licence de droit, mais sa passion est la politique. La jeune Amérique est désunie, endettée, et personne ne sait vraiment comment aller de l'avant. Il existe encore un congrès confédéré, formé pendant la guerre, et Hamilton est l'un des représentants de l'État de New York.
mais il s'agit d'une institution faible et fracturée. En mai 1787, Hamilton arrive donc à Philadelphie pour rejoindre près de 60 autres délégués venus de toute l'Amérique. Après 4 mois de débats minutieux, la Constitution de 4 pages qui allait changer la forme des États-Unis d'Amérique, une fois pour toutes, est enfin rédigée. Tous les États membres ne sont pas d'accord avec la proposition. La centralisation du pouvoir est jugée contraire à l'esprit de la Révolution américaine et beaucoup estiment que la structure proposée ressemble trop à la monarchie britannique. Hamilton décide donc de résoudre la crise de la manière qu'il connaît le mieux, un stylo à la main. Ensemble avec les politiciens John Jay et James Madison, il rédige des essais connus sous le nom de Les Fédéralistes. Au cours des 7 mois suivants, 85 articles défendant la Constitution paraissent dans les journaux. Jay en rédige 5, Madison en rédige 29. Les 51 autres seront rédigés par Hamilton lui-même. En conséquence, le 17 juin 1888, la Constitution des États-Unis est ratifiée. Les États-Unis entrent dans une nouvelle ère, dirigée par le président George Washington et le vice-président John Adamson. Alexander Hamilton est chargé du Trésor et le département d'État revient à Thomas Jefferson. Cependant, des tensions existent depuis le début entre les deux ministres. Alors que Hamilton est favorable à un État fondé sur une industrie et un commerce puissants, Jefferson préfère que l'Amérique soit un pays agricole. Les divergences sont telles que 2 partis politiques commencent lentement à se cristalliser. Les fédéralistes, menés par Hamilton, et les républicains dits de Jefferson. Cependant, la liste des ennemis d'Alexandre ne se limite pas à Jefferson et à ses plus proches associés. Peut-être même plus intolérable pour lui est le républicain Aaron Burr, avocat et procureur général de New York, qui a maintenant également obtenu des sièges au Sénat, au détriment de Philip Schuyler, le beau-père d'Alexandre. Hamilton et Burr se sont montrés très peu charitables l'un envers l'autre, chacun espérant qu'un scandale politique qui entraînerait la chute de l'autre. Le cas d'Alexander en 1792 est probablement le plus proche. Il s'avère qu'il a une liaison avec cette Maria Reynolds depuis environ 1 an. Toutefois, ce n'est pas tant la liaison d'Hamilton qui est en cause que le fait qu'Hamilton ait progressivement versé à son mari une somme d'argent assez importante au cours de cette année. Hamilton a heureusement caché des lettres qui prouvent avec certitude qu'il ne s'agissait pas d'un détournement de fonds publics, mais d'un simple chantage. S'il n'avait pas payé Reynolds, il aurait rendu publique sa liaison avec cette femme. Cette explication suffit aux congressistes, et ils conviennent qu'il n'est pas nécessaire d'étaler le scandale publiquement. Le nom de Maria Reynolds sera tout de même révélé encore plus tard. À la fin de l'année 1793, un triste événement frappe la famille de Hamilton. Elizabeth fait une fausse couche en son absence et il décide de démissionner de son poste de secrétaire au Trésor. Il laisse derrière lui une œuvre considérable. Par exemple, il a apporté sa contribution à la création de la toute première banque des États-Unis, ou à l'assurance que les dettes de guerre des différents États seraient financées par le Trésor fédéral. Il a rétabli des relations commerciales dynamiques avec la Grande-Bretagne et introduit un système de tarifs. Par exemple, une taxe sur le whisky a considérablement augmenté les revenus de l'État. À partir de janvier 1790, Hamilton redevient avocat et se consacre à ses 8 enfants. Il n'en reste pas moins impliqué dans la vie publique, conseillant les membres du gouvernement ou rédigeant des discours pour le président. Mais 2 ans passent comme de l'eau de roche et l'Amérique se prépare à de nouvelles élections. Alors que Washington prend sa retraite, il est clair que le pays est sur le point de changer. Les 4 prochaines années seront désormais dirigées par John Adams, du Parti fédéraliste de Hamilton. Toutefois, en vertu de la Constitution de l'époque, le vice-président est un républicain, Jefferson, et les fédéralistes sont considérablement affaiblis. Les événements de cet été ne les réjouissent pas non plus. 5 années de relations entre Hamilton et Reynolds sont divulguées dans les journaux. Alexander décide de résoudre l'affaire d'une manière incroyable. Il publie un pamphlet d'1 centaine de pages expliquant en détail qu'il s'agissait d'infidélité et non de corruption. Il crée ce qui est probablement la première grande affaire sexuelle de l'histoire américaine, mais pense avoir blanchi son nom une fois pour toutes. Mais ce n'est qu'une illusion et les républicains rivaux s'en lavent les mains. Ils n'ont pas trouvé de meilleure façon d'embarrasser un ancien secrétaire d'État et candidat potentiel à la présidence. Dans les années qui suivent, Hamilton continue de se comporter comme un électron libre. À la mort de George Washington, en décembre 1799, il perd son plus grand soutien.
Cela se vérifie rapidement lorsqu'il entre en conflit avec le président Adams. Ce dernier prétend que Hamilton est un allié des Britanniques, ce qu'Alexander conteste fermement dans l'un de ses pamphlets. Les querelles entre les deux fédéralistes aboutissent à un nouvel affaiblissement de leur parti et à la victoire de Thomas Jefferson à l'élection présidentielle de 1801. Pour couronner le tout, l'ennemi juré de Hamilton, Aaron Burr, devient vice-président. Mais même cela n'est pas censé être le pire événement de l'année pour Alexander. Le véritable coup dur est la mort de son fils Philippe, âgé de 19 ans. Il est tué au cours d'un combat. Avant le duel, il se demandait s'il devait y assister, mais son père l'a convaincu qu'il s'agissait d'une question d'honneur. La mort de Philippe hantera Hamilton à jamais, et il ne se remettra jamais de la perte de son fils aîné bien-aimé. Cependant, le destin capricieux n'en a pas fini avec Hamilton. En effet, 3 ans plus tard, il est lui-même provoqué en duel par Aaron Byrne, en raison de disputes et d'insultes incessantes. Le duel entre le premier secrétaire au Trésor des États-Unis et un vice-président en exercice est tout à fait unique. D'autant plus qu'ils vivaient tous deux à New York, où les duels étaient interdits par la loi. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'après avoir envoyé son propre fils en duel, Hamilton ne pouvait pas refuser le défi lancé par Byrne. Le 18 juillet 1874, à l'aube, Alexander Hamilton traversa l'Hudson à la nage pour se rendre dans le New Jersey. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé lors du duel. Selon certains récits, Alexander aurait décidé avant le duel de laisser passer sa chance et de ne pas tirer. Il s'agissait peut-être d'un compromis pour obtenir son honneur, mais aussi pour ne pas agir à l'encontre de ses convictions morales. Finalement, il tire, mais son coup touche une branche au-dessus de la tête de Burr. Les historiens débattent toujours si c'était fait exprès. Une chose est sûre, le vice-président Burr a visé très juste. Son tir atteint Hamilton à l'abdomen. Il a passé 31 longues heures dans l'agonie avant que, de retour à New York, entouré de sa famille, Alexander Hamilton ne rende son dernier souffle. Ainsi, c'était un homme qui, en seulement 49 ans de vie, a fait plus pour les États-Unis que la plupart de ses successeurs. Un homme qui, grâce à sa détermination, son intellect et son énergie, avait réussi à se sortir d'une situation dévastatrice pour atteindre les sommets et accomplir l'impensable en 5 ans comme secrétaire du Trésor. Mais surtout, il a profondément influencé la création des États-Unis tels que nous les connaissons aujourd'hui. Un pays centralisé, doté d'une armée unifiée et d'une monnaie fédérale forte, le dollar américain. Il est donc tout à fait logique que le billet de 10 $ porte toujours son portrait. Le visage de l'homme qui a aidé un pays faible et dépendant financièrement à faire ses premiers pas vers devenir une superpuissance mondiale.